M23 Canada a décidé de co-organiser avec le comité de suivi des assises nationales. Pour rappel, le mouvement des forces vives du 23 juin, communément appelé le M23, est né le 23 juin 2011, lorsque le président Wade a voulu instituer le ticket présidentiel tout en se faisant élire avec seulement 25%. Le peuple, dans un sursaut national historique, s'est levé pour barrer la route à cette forfaiture, amenant le président à se plier devant la volonté populaire et à retirer son projet de loi anticonstitutionnel. Au lendemain de ce vaste soulèvement populaire, le M23 naquit, regroupant en son sein les partis politiques de l'opposition, la société civile, les mouvements citoyens et des milliers de Sénégalais, tout simplement épris de paix et de justice. Les 3 points focaux autour desquels tournait la lutte du M23 étaient la défense de la Constitution, la défense de l'État dans sa forme républicaine et l'organisation d'élections libres et transparentes. Par la suite, d'autres revendications sont venues se greffer à la plateforme du mouvement, entre autres la dénonciation de l'illégalité de la candidature d'Abdoulaye Wade, l'instrumentalisation de la justice, la répression policière exercée sur les manifestants, etc. À l'instar de leurs compatriotes restés au pays, des Sénégalais vivant au Canada ont pris l'initiative de créer le mouvement du 23 juin Section Canada. Depuis lors, et pour être en phase avec les activités de mobilisation mensuelle du mouvement 23 juin Sénégal, pas moins de 5 grandes manifestations ont été organisées dans les rues de Montréal. Des événements qui ont connu de grands succès, aidés en cela par de grandes couvertures médiatiques dont ils ont fait l'objet. De plus, une manifestation a conduit des Sénégalais de Montréal, Sherbrooke, Ottawa et Québec au Parlement canadien et devant les locaux de l'ambassade du Canada à Ottawa. 2 conférences de presse ainsi qu'un dîner-débat regroupant les représentants des partis politiques ont été également organisés par le M23 Canada. Il faut dire que tout cela a été possible grâce à l'implication d'un groupe dynamique et disponible, en tout temps, pour être présent dans nos différentes réunions que nous tenons presque toutes les semaines, sans compter les contributions financières individuelles à chaque fois que le besoin se fait sentir. C'est le lieu pour moi de souligner le beau travail de coordination de M. Landiata Djemé, que je vous demanderai d'applaudir s'il vous plaît, qui est le coordonnateur du mouvement et de tout l'ensemble du bureau exécutif. La conférence de ce samedi 24 mars, à la veille de l'élection présidentielle, constitue en quelque sorte, et nous le souhaitons très vivement, le couronnement de toute notre bataille depuis le 23 juin 2011. Alors, lors de cette conférence, nous aurons le plaisir d'écouter nos 2 frères et compatriotes, M. Ahmed Lo. Alors, M. Lo est membre fondateur du GRILA. Le GRILA, c'est le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, fondé depuis 1994. D'ailleurs, il est le coordonnateur de la section du GRILA à Toronto. En 1999, il a été un membre actif au sein du FCA, le Forum citoyen pour l'alternance, une structure regroupant les cadres de la diaspora aux États-Unis, au Canada et en France, autour de la candidature de Wade au sein de la CA 2000 d'abord et du FAL par la suite. Il a pris ses licences avec l'alternance dès 2002, suite à l'adoption de la nouvelle constitution de 2001, dans laquelle il ne se retrouvait plus, car la jugeant hyper-présidentialiste et sans rupture avec l'ordre ancien, mais aussi à la suite de déviations graves par rapport au programme minimum de gouvernement qui avait été endossé par le FAL au 2e tour de l'élection de 2000. Aujourd'hui, pendant cette conférence, dans sa présentation, M. Lo va nous parler des perspectives de refondation de l'État sur la base des conclusions des assises nationales adoptées par le candidat Macky Sall. Après lui, notre compatriote, M. Souleymane Jules Diop, prendra la parole pour nous faire aussi sa présentation. Alors, M. Diop, je pense, n'est plus à présenter aux Sénégalais. Il est journaliste, chroniqueur politique et écrivain, très lu et très écouté, mais surtout respecté pour ses prises de position courageuses et son patriotisme sans faille. Les interventions de Souleymane Jules Diop sur l'actualité politique et sociale sont impatiemment attendues par des milliers d'internautes chaque semaine. Donc lui, ça tournera sa présentation autour des enjeux du second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu demain. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Lo pour sa présentation.
remercie tous d'être présents ici pour cette conférence. J'aimerais aussi particulièrement remercier les organisateurs qui ont voulu m'associer à cette conférence qui intervient à un moment historique dans l'évolution de notre pays. C'est une date historique dans la mesure où le lendemain, demain, dimanche, on va se retrouver face à l'élection présidentielle de 2012, le deuxième tour, qui va voir deux candidats s'affronter pour prendre la direction du pays pour les 5 ou 7 prochaines années. C'est historique parce que, aussi dans un certain sens, cette élection oppose un président qui, théoriquement, est dans la pratique du droit, n'avait pas le droit d'être présent à cette compétition et qui a dû forcer pour pouvoir être présent à cette élection. Et malgré cela, il n'a pu accumuler que 35% de suffrage à l'issue du premier tour des élections. Ce candidat, que certains appellent un intrus dans ces élections, sera opposé à Macky Sall, qui vient en deuxième position au niveau du premier tour, mais qui aussi n'a rassemblé que 26% du suffrage. Donc, si le président a vu s'échapper presque 65% de l'électorat, son suivant immédiat aussi n'a pu se positionner qu'avec l'appui de 26% des électeurs du pays. Donc, à la suite de ce deuxième tour, on va nous retrouver dans une situation où soit c'est la continuation de l'ordre ancien avec le président qui va continuer à diriger le pays, soit on va se retrouver avec un nouveau président qui, nous l'espérons, va pouvoir, s'il arrive à la tête de ce pays, opérer les ruptures autour desquelles nos compatriotes se sont mobilisés pendant de longues années pour pouvoir mettre le pays sur une différente direction qui soit différente de la direction empruntée depuis les 1960, depuis les 50 dernières années d'indépendance. Et la plupart des gens se posent la question de savoir quelles sont les chances, effectivement, du leader de l'opposition actuelle, qui est Macky Sall, qui, comme je l'ai dit, a rassemblé l'ensemble des 13 autres candidats, les 12 autres candidats qui ne sont pas parvenus à arriver au second tour. Les gens, effectivement, se posent des questions à savoir quelle sera la base qui va regrouper tous ces leaders politiques. Et je pense que c'est très important de signaler que les conclusions des assises nationales arrivent à son heure parce que, facilitant le travail de regroupement de toutes ces candidatures autour d'une plateforme. Comme j'aime à le rappeler souvent, quand on parle d'unité et de rassemblement, il y a deux questions fondamentales auxquelles on doit se poser. La question à savoir, quelle est la base sur laquelle les gens vont se regrouper? Et deuxièmement, quelles sont les forces qui vont s'allier autour de cette base-là? Ça, j'ai souvent l'habitude de rappeler ces deux préalables absolus qui sont fondamentaux dans l'élaboration d'une unité réelle qui ne soit pas une unité factice. Et cette analyse, il est empruntée, ce n'est pas de moi, c'est l'éminent théoricien des mouvements de libération en Afrique. Je veux nommer Amilcar Cabral, qui souvent nous rappelait, Amilcar Cabral, qui était le leader du PAIGC en Guinée-Bissau, et qui nous rappelle tout le temps qu'avant de penser à une unité, il faut toujours se poser ces deux questions. Autour de quoi on va se regrouper et quelles sont les forces politiques ou sociales qui vont porter cette base commune-là de programme. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important, à ce moment historique, que l'ensemble des acteurs politiques se retrouvent autour des assises nationales comme plateforme programmatique pour opérer des changements si on arrive à changer le régime
à partir de demain. Donc c'est la base de l'unité. Quelles sont les forces qui vont porter cette plateforme programmatique? Comme vous le voyez tous, au niveau du pays, les forces sociales et politiques sont visibles. Il y en a qui soutiennent effectivement cette vision de rupture prônée par les assises nationales, et il y en a d'autres forces sociales et politiques qui s'opposent à la mise en œuvre de ces conditions des assises. Donc ces deux conditions vraiment, aujourd'hui, que je viens d'énoncer, sont remplies, à savoir qu'on a défini leur plateforme programmatique, et deuxièmement, on voit aussi les forces, comment elles se sont configurées pour voir qui c'est pour et qui est contre l'application des assises. Les assises ont été une initiative qui a commencé en 2008, au mois de juin 2008. Et c'est une démarche assez intéressante. Je ne dis pas que c'est une nouvelle approche parce qu'on n'invente rien, on fait qu'améliorer des choses, mais ça a été une innovation dans la mesure où, d'habitude, ce sont des intellectuels qui, dans une réflexion, essaient de proposer des alternatives autour de quoi on doit construire le pays. Mais dans le cadre des assises, nous avons constaté qu'il y avait une approche à deux niveaux. D'une part, il y avait les experts qui dirigeaient les comités scientifiques qui étaient censés réfléchir sur un bilan, non pas du régime de Wade, mais un bilan de l'état réel du Sénégal de 1960 à nos jours. Deuxièmement, il fallait compléter cette approche méthodologique qui a été dirigée par les experts scientifiques par des consultations citoyennes qui ont été organisées au niveau des 35 départements du pays où, dans chaque coin et recoin du pays, les assises se sont déplacées pour demander aux populations à la base quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés et quelles sont les approches de solutions proposées pour résoudre ces problèmes-là. Donc, en ce sens, on peut dire que vraiment ça a été une innovation par rapport à ce qui se faisait avant. Et on a voulu aussi intégrer la dynamique de la diaspora parce que, comme vous le savez, les assises ont été organisées aussi ici au niveau du Canada, au niveau de la France et au niveau des États-Unis. Fondamentalement, les assises, comme j'ai dit, n'étaient pas pour faire le bilan du régime de Wade. C'était basé sur le fait qu'on voulait réfléchir vraiment sur comment ça se fait que 50 ans après les indépendances, le Sénégal n'arrive toujours pas à décoller politiquement, économiquement, et qu'on puisse faire un diagnostic sans complaisance des points de blocage qui maintiennent le